Sur toutes les lèvres, pourquoi l'ADF RDA ne figure-t-elle pas dans le gouvernement Tiao 3? Réponse du Premier ministre, le nombre de portefeuilles et le positionnement ont constitué les points de divergence pour l'entrée du parti de l'éléphant dans ce gouvernement dit de combat. Les combats s'intensifient au centre du Mali. L'armée nationale a lancé une contre-offensive pour la conquête de Konna, tombée hier aux mains des islamistes. L'ONU appelle au déploiement rapide de la force internationale et la France s'est dite prête à arrêter l'offensive terroriste. Et puis l'hôpital Yalgado Ouedraogo veut des dons, mais des dotations qui seront d'utilité. Les donateurs devront désormais s'assurer de la qualité des médicaments et de la fonctionnalité des équipements offerts au CHU. Le directeur général de l'hôpital en appelle à la bonne foi et à la vigilance des bienfaiteurs. Madame, Messieurs, bonsoir. 30 ans de règne pour le Moronaba Bango, l'empereur des Mossé, commémore ce jour son intronisation. Joyeux anniversaire et meilleurs vœux sont les mots du Premier ministre parti lui rendre une visite de courtoisie. Compte rendu Nathalie Savadougou. Alors que le Premier ministre Luc Adolphe Tiao se rendait au palais du Moronaba pour lui traduire ses vœux de nouvel an, il n'avait pas idée que l'empereur des Mossé fêtait ce jour-ci ses 30 années de règne. Heureuse coïncidence. Je suis d'abord venu ce matin pour présenter mes vœux de bonne et heureuse année à Sa Majesté le Moronaba Bango. Comme vous le savez, Sa Majesté n'a cessé d'accompagner le gouvernement depuis qu'il est parvenu au trône de Moro. Et c'est donc une autorité morale respectueuse. Il était de mon devoir donc de venir le saluer, de lui souhaiter tous les meilleurs vœux possibles. Mais j'ai eu l'immense chance aujourd'hui de coïncider avec un événement exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est la commémoration des 30 ans de règne de Sa Majesté le Moronaba Bango. C'est un événement exceptionnel parce que ça n'arrive pas très souvent. Sa Majesté a comme message qui est un souhait de paix, de stabilité, d'abondance, de bonnes saisons pluvieuses pour tout le Moro, pour le peuple burkinabé. La cérémonie a été ponctuée par une remise de cadeaux et de danses traditionnelles. À son tour, Luc Adolphe Tiao a reçu les vœux de ses collaborateurs, des collaborateurs qui ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le chef du gouvernement dans la réalisation de sa mission. Pour le Premier ministre, la communication doit être privilégiée en vue de nombreuses victoires. Nicolas Zigani. Cette présentation de vœux a permis au personnel de la primature de faire le bilan succinct des activités de l'année écoulée et envisager des perspectives à venir. Au nom des acquis, c'est un chapelet de réalisations qui a été égrené par le secrétaire général de l'institution. Vos proches collaborateurs que nous sommes se sentent individuellement et collectivement honorés par votre reconduction à la tête du gouvernement et sommes fiers de cette confiance renouvelée. Aussi, voudrions-nous vous exprimer notre ferme détermination à toujours vous accompagner dans la réalisation de la mission si lourde, mais combien exaltante à vous confier par son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et le chef de l'exécutif burkinabé a rassuré ses collaborateurs à apporter des réponses adéquates à l'ensemble de leurs préoccupations légitimes dans la limite des ressources disponibles. Le chef de l'État attend beaucoup de nous, attend beaucoup de son gouvernement et nous sommes la locomotive du gouvernement. Alors donc, armons-nous de courage, mettons nos idées ensemble pour faire progresser le Burkina Faso. Le Premier ministre a ensuite exhorté le personnel à prendre davantage conscience de leur rapport dans la réalisation des objectifs globaux de l'institution et à s'investir sans réserve quel que soit le poste de travail. Signe de la communication prônée, la conférence de presse animée hier par le chef du gouvernement. Une semaine après sa formation, Luc Adolphe Tiao s'ouvre aux médias. Le nombre de portefeuilles, l'ouverture à l'opposition et à la société civile, l'absence de l'ADF-RDA, aucun sujet n'était tabou. La nouvelle équipe a été présentée comme un gouvernement de combat en vue de la réalisation d'un Burkina émergent. Les détails de cette actualité avec Drissa Seri. Un gouvernement de combat et d'action. Dans sa déclaration liminaire, le Premier ministre fixe la mission du nouvel exécutif. Mener la guerre contre les maux qui entravent le développement socio-économique du pays
et exécuter le programme économique du chef de l'État bâtir ensemble un Burkina émergent. Dans ce face-à-face avec la presse, Luc Adolphe Thiaw a donné les grandes orientations du nouveau gouvernement, les motivations qui ont guidé à la détermination des portefeuilles ministériels et leur contenu et les réponses que l'exécutif compte apporter aux interrogations majeures des Burkinabés. Le secteur de la santé est très sensible. Certes, nous ne sous-estimons pas les problèmes auxquels sont confrontés les agents de ce secteur, mais c'est un problème de santé publique. Et je pense que quand il y a un problème de santé publique, il faut au moins garantir un minimum de services. Donc nous réitérons vraiment ce souhait, cette doléance, et que même dans la déontologie, je pense, médicale, ce service minimum doit être instauré. On ne sait plus exactement aujourd'hui, sur le campus de l'Université de Ouagadougou, dans quelle année on se trouve. Alors, le comité scientifique a fait vraiment de bonnes propositions. On va l'examiner, mais je peux vous garantir qu'avant la fin du mois, nous allons prendre une décision définitive. Ou on continue, ou bien on verra. Mais tout se fera en concertation, à la fois avec les enseignants qu'avec les étudiants. Le nombre de portefeuilles, c'est vrai, il est... Est-ce que vous avez remarqué même que certains pays que je n'ai pas cités, ils avaient au départ fait 25, ils sont revenus à 35, 40. Parce qu'il y a toute la question de l'efficacité. Quand vous avez des ministères trop géants, ils sont ingérables. C'est la réalité. Et les ministres sont confrontés à ce problème. Et nous avons pu voir ça concrètement, effectivement, que certains ministères étaient souvent grands et les résultats n'étaient pas vraiment cela. Donc c'est pourquoi on a juste, effectivement, préféré, par exemple, scinder le ministère de l'Agriculture en 2 ministères. Nous avons également, puis c'est pour répondre à la question, il y a du ministère en charge du développement de l'économie numérique. Ce n'est pas un ministère vide. Qui vous dit que c'est vide là? Même le développement de l'économie numérique fait aujourd'hui partie d'une priorité absolue du gouvernement. C'est le secteur dans lequel on est vraiment en retard au Burkina Faso. Donc c'est pourquoi on a voulu maintenant qu'un ministre se charge spécialement de développer le secteur vraiment de l'informatique, d'éthique. Donc c'est un gros ministère parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors donc ce n'est pas du tout un ministère vide. Donc le nombre de portefeuilles est vraiment souvent imposé par la réalité du terrain. Donc c'est pourquoi nous sommes allés à 33, enfin à 32 ministres au total. Alors la question de la promotion de la femme, oui, vous savez, c'est toujours un débat, mais parce que quand on parle de la promotion de la femme, je pense que l'approche des spécialistes de cette question savent qu'elle est limitée. Il faut l'inclure dans le genre. Le genre étant aussi de prendre aussi en compte les conditions des hommes. Conformément au souhait du président du Faso, le Premier ministre a pris en compte l'ouverture du gouvernement aux partis de la mouvance présidentielle, à la société civile et à d'autres partis prêts à participer à son gouvernement. De son avis, avec l'ADF-RDA, il n'y a pas eu d'accord sur le nombre de postes et le positionnement. Un remaniement ministériel n'étant pas à l'ordre du jour, le gouvernement est appelé à se mettre au travail pour réaliser les objectifs de développement. Parmi les questions évoquées, le gouvernement a déjà pris à bras le corps la lutte contre la corruption, une lutte qui nécessite des efforts et de la patience pour produire des résultats. La lutte contre la corruption et la mauvaise gestion, ce n'est pas un travail d'une journée. Ce n'est pas un travail d'une journée. Ça, je vous dis, même, vous avez suivi certains pays développés, où on croyait qu'ils étaient à l'abri. Alors, mais nous voulons ensemble travailler. C'est pourquoi je pense que le Forum national sur la corruption nous a indiqué beaucoup de voies de propositions. Et je me félicite vraiment des conclusions de ce forum, parce que nous allons travailler encore davantage avec la société civile pour que vraiment nous fassions, que nous puissions garantir une gouvernance vertueuse dans notre pays. Mais je tiens vraiment à rassurer l'opinion publique que ce n'est pas un travail facile et que nous n'avons pas mis le dossier dans les tiroirs comme on peut le penser. À ce point de presse, aucun sujet n'a été tabou. La loi des finances 2013, la question du logement, l'affaire Guiraud, l'accompagnement des médias, toutes ces questions ont fait l'objet d'échanges. D'ailleurs, le gouvernement devrait renforcer ses points de presse afin d'approfondir différents aspects des préoccupations suscitées.
Le Premier ministre, hier, face à la presse, le premier congrès international du mouvement Shalom Afrique se tient depuis hier à Ouagadougou. Le fondateur du mouvement était ce matin chez le Premier ministre. Une audience pour expliquer au chef du gouvernement les objectifs du mouvement qui sont entre autres d'œuvrer pour la culture de la paix et la justice. Sur le choix du Burkina et le thème du premier congrès qui se tient en Afrique, nous écoutons Monseigneur Andrea Pio Cristiani. On a regardé ensemble en positive l'Afrique et sa beauté et surtout ses ressources. Et vraiment, on a bien vu qu'il y a toutes les possibilités pour un grand développement. Donc le futur vraiment a un nom. C'est le futur qui porte le nom de l'Afrique, pas seulement pour ce grand continent, mais même pour le monde entier. Donc dans le reste du monde, il y a la crise, vous savez. Bon, en Afrique, on est en train vraiment de se développer. Il y a beaucoup de pays d'Afrique en ce moment-là. Ils ont augmenté leur richesse, le PIB, comme il s'appelle partout, les produits lourds intérieurs. Et on a bien pu regarder comme c'est important la collaboration entre les pays africains. L'Afrique développe l'Afrique. Le thème de ce premier congrès du mouvement Shalom sur le continent se veut d'actualité. Les richesses humaines et culturelles doivent profiter à la jeunesse du continent. L'idéal Shalom invite justement ces milliers de jeunes à mettre en commun les idées afin de parvenir à des propositions concrètes pour l'Afrique de demain. Reportage Abdelaziz Yagibou. L'éradication de la pauvreté, la culture d'une paix durable, dans un continent africain meurtri par des conflits internes et leur cortège de fléaux sont les sujets majeurs que ce premier congrès international du mouvement Shalom axé sur l'Afrique se propose de traiter. Un mouvement laïque et apolitique ouvert à toute personne qui aspire à un monde meilleur. On a commencé à regarder avec admiration la culture africaine et on a appris de l'Afrique beaucoup des aspects culturels qu'on ne connaît pas en Europe. On parlait de l'Afrique, mais seulement des problèmes de l'Afrique, jamais des richesses humaines et culturelles de l'Afrique. À travers une dizaine de conférences, des personnes ressources du Congo RDC, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Burkina vont développer des thèmes visant à faire de l'idéal Shalom un instrument de sensibilisation, d'éducation et de formation pour un développement durable de l'Afrique. Je voudrais saluer l'initiative de ce congrès, premier du genre en Afrique, et que le Burkina Faso est fier d'abriter, d'autant plus qu'au pays des hommes intègres, on est très attaché au thème « L'Afrique développe l'Afrique ». En attestent les nombreuses médiations africaines du président du Faso et les nombreuses rencontres interafricaines à caractère tant culturel, social qu'économique et commercial, organisé au Burkina Faso ou par le Burkina Faso. Le premier pays de l'Afrique où on est venu l'atterrage de Shalom, c'était le Burkina Faso. C'est pour ça que le premier congrès international africain du membre du mouvement, on est venu à le célébrer dans ce extraordinaire pays. Le mouvement Shalom est présent dans le reste du monde et particulièrement au Burkina où il se développe depuis plus d'une vingtaine d'années. Désormais, ambassadeurs de la paix, des volontaires de la Croix-Rouge burkinabé ont pour mission de faire passer le message de tolérance et de paix à leur entourage. L'atelier de formation sur la promotion de la culture et de la non-violence auquel ils ont pris part s'est achevé ce jeudi. Un atelier initié par le Croissant-Rouge algérien. Claudine Bikaba. Cultiver l'esprit de paix et de tolérance aux jeunes de la région saharo-sahélienne, c'est l'ambition du Croissant-Rouge algérien. Il a donc initié une formation en collaboration avec la Croix-Rouge burkinabé en faveur de ses volontaires autour du thème « Promouvoir la culture de la paix et de la non-violence ». Personne n'est à l'abri de ces choses-là. Et la jeunesse, il faut pouvoir l'encadrer. Et une fois que la jeunesse est bien encadrée, elle fait des merveilles. Mais si la jeunesse n'est pas bien encadrée, c'est le revers de la médaille. Donc cette formation vraiment est la bienvenue.
on invite les jeunes à réfléchir aux bonnes pratiques à se remettre en cause et à réfléchir aux bonnes pratiques et aux bonnes valeurs. Après, c'est à eux de vivre en harmonie, d'abord avec eux-mêmes, avec l'entourage le plus proche, avec le quartier, la famille, la communauté, l'autre communauté, et voir tout le pays, tout le monde. Il a été également enseigné à ces jeunes les 7 principes fondamentaux du mouvement et ils apprécient. On a appris qu'on doit porter secours à notre prochain parce qu'on peut être dans cette même difficulté la prochaine fois. Et on doit être humaniste, impartial. Ce que j'ai retenu, c'est que en tant que volontaire, nous devons prôner les valeurs de paix, d'humanité, de tolérance pour que notre pays et pour que le monde entier puisse aller de l'avant et retrouver la paix tant recherchée. Au sortir de cet atelier, ces volontaires au nombre de 20 sont aptes à intervenir en situation de guerre qu'ils illustrent bien à travers ce sketch. Des attestations leur ont été remises pour sanctionner ces 3 jours de formation. Quant au Croissant Rouge algérien, le prochain cap est mis sur le Niger. Les Burkinabés nés au Ghana qui ont rejoint la mère patrie veulent prendre pied dans le développement du pays. L'ambition est affichée et c'est en association qu'ils entendent accomplir ce droit et devoir. Un plan d'action a été adopté ce week-end à Ouagadougou. Abdelaziz Yagibou. Ils sont certes nés au Ghana, mais la fibre patriotique est bien présente. Le savoir-faire appris en terre ghanéenne, ces Burkinabés nés au Ghana et retournés au Faso veulent l'investir pour le développement de leur chère patrie. Notre objectif, c'est pour pouvoir avancer le pays, développer le pays aussi, accompagner l'État pour pouvoir avancer. On sait qu'on a beaucoup, on sait faire beaucoup de choses. Par exemple, côté l'agriculture, en tout cas, je sais qu'on ne va pas échouer. Et côté technique, ça... Beaucoup savent ça. Il y a beaucoup de gens qui quittent ici avec leurs camions, leurs machines, aller réparer au Ghana, aller faire ça au Ghana. Tous ces gens-là, ce sont nos frères qui sont là-bas, qui font ces activités-là. Pourquoi pas? S'ils sont ici, on va se déplacer encore. Organisés au sein de l'association des diasporas burkinabés du Ghana résidant au Faso, ils sont aussi à la recherche d'une identité culturelle. On est au Ghana, on dit que vous êtes des Burkinabés. Vous venez chez vous aussi, vous êtes Ghanéens. Vraiment, c'est un mot qui ne me plaît pas. J'encourage mes frères, diaspora, vraiment, ils n'ont qu'à se mobiliser pour qu'on puisse s'installer bien pour pouvoir avancer le pays. Pionnière pour l'instant, la structure ambitionne de regrouper tous les Burkinabés ayant fait leurs armes au Ghana pour apporter leur pierre à la construction de la nation burkinabé. Des dons, oui, mais des médicaments de qualité et du matériel fonctionnel. Loin d'être un coup de gueule, c'est un cri de cœur que lance l'hôpital Yalgado Ouédraogo en direction des donateurs. Le directeur général du CHU appelle à la vigilance des potentiels bienfaiteurs afin que leurs dons servent réellement la cause des malades et de l'hôpital. Ramatou Zida, Nyakiteda. Loin d'être un appel accusateur, cette rencontre avec les hommes des médias a pour but d'attirer l'attention des bonnes volontés sur la qualité du matériel et des produits qu'elles offrent au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo de Ouagadougou. Si vous prenez le domaine des médicaments, on ne peut pas se permettre dans un hôpital d'accepter un médicament parce que c'est un médicament. Il faut d'abord qu'on s'assure qu'il n'y a pas, par exemple, des médicaments périmés, et que c'est vraiment quelque chose vraiment qui est encore valable et qu'il faut quand même que nos spécialistes, en l'occurrence nos pharmaciens, puissent vérifier quand même la qualité de ces médicaments et puis nous dire, monsieur le DG, c'est bien, les médicaments qu'on nous a donnés, c'est vraiment bien. Et puis aussi, comme nous avons des types de pathologies, les demandes les plus courantes, on peut aussi vous dire, si vous voulez nous faire des dons, peut-être les besoins par rapport aux différentes pathologies qu'on traite à l'hôpital, ce serait bon de vous orienter peut-être vers tel type de médicaments. Au nombre des insuffisances figurent non seulement les produits et équipements défectueux, les dons ne cadrent pas toujours avec les besoins du CHU Yalgado Ouédraogo, mais aussi et surtout le non-respect de la procédure mise en place pour recevoir les dons.
C'est toujours mieux de nous écrire, de nous indiquer clairement la nature de l'équipement et que nous puissions effectivement, dans un souci de transparence, le prendre dans les bonnes règles de gestion en matière de comptabilité, dans notre structure. Donc nous voulons qu'il y ait de la traçabilité, nous voulons qu'à tout moment, que ce soit en matière, que les dons soient gérés de la même manière que ce que nous-mêmes nous achetons. L'hôpital Yalgado entend désormais être plus regardant sur la qualité et la gestion de son patrimoine matériel. Un patrimoine dont l'inventaire a été fait pour répondre à la nouvelle politique qui a été mise en place. Elle permettra une meilleure appréciation de la performance et de l'efficacité des agents et faire du plus grand CHU du Burkina Faso un hôpital de référence. Pas de doute sur la qualité des cadeaux offerts par le président du Faso au premier bébé de l'hôpital qui porte son nom. Manuela, c'est son nom, a reçu des présents des mains du ministre d'État, ministre chargé de mission auprès de la présidence du Faso. Témoin de l'événement, Maïmouna Traoré. C'est au nom du président du Faso, Blaise Compaoré, que le ministre d'État, ministre chargé de mission auprès de la présidence du Faso, est allé féliciter les parents du premier bébé né à l'hôpital qui porte son nom, Hôpital national Blaise Compaoré. Et comme il est de coutume dans nos sociétés, le bébé, nommé Manuela, a été comblé de présents, essentiellement de la layette et une enveloppe que sa mère n'a pas voulu ouvrir en l'absence de son mari. Nous sommes venus et envoyé par son Excellence Monsieur le Président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, qui nous a envoyé, moi-même et les membres de son cabinet et ses proches collaborateurs, pour venir féliciter la famille Guigma, et particulièrement Madame et Monsieur Guigma, qui ont choisi l'hôpital national Blaise Compaoré pour venir accoucher. Et c'est toute émue que la mère de Manuela a reçu la visite de l'émissaire du président du Faso. Je ne m'attendais pas vraiment à cette visite. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est de les remercier. Voilà, que Dieu les bénisse. Et aussi transmettre mes remerciements au président du Faso. Voilà, vraiment. Ça nous fait chaud au cœur de les voir ici. À l'occasion de cette visite, le personnel de l'hôpital national Blaise Compaoré a aussi reçu les félicitations et les encouragements du président du Faso. La lutte contre les mutilations génitales féminines par le livre, l'approche éducative et du programme Santé sexuelle droits humains de la GIZ. Le programme vient de mettre à la disposition du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs des kits pédagogiques d'une valeur de 7 millions de francs CFA. Yacouba Goro. Cette remise symbolique de matériel pédagogique aux représentants du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs du Burkina Faso suscite de l'espoir dans la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines à travers une approche éducative. D'un coût global de 7 millions de francs CFA, le kit est composé de modules de formation du primaire et du secondaire, des guides d'utilisation, des planches anatomiques et bien d'autres matériels didactiques. C'est un geste du programme Santé sexuelle, droits humains de la GIZ, destiné à 3 départements ministériels. Il s'agit du ministère des Enseignements secondaires et supérieurs, du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et celui de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Nous avons élaboré des kits qui aident les enseignants à fournir les informations nécessaires aux enfants dans l'avenir, et ces kits aideront à arriver à cet objectif. Selon les résultats de l'enquête démographique et de santé menée en 2010, 13,3% des filles de moins de 15 ans sont victimes de cette pratique néfaste. Ce kit pédagogique sera d'un atout considérable pour les acteurs de l'éducation en vue de venir à bout de ce fléau. Un support didactique, quand on dit support, ça veut dire donc une aide à l'enseignant. Et étant donné que les MJF constituent quand même des contenus spécifiques dans l'enseignement, il leur fallait nécessairement avoir donc, ces documents. À cette occasion, les enseignants ont été invités à s'approprier le contenu des modules afin de pouvoir les inculquer davantage aux élèves et mettre fin aux mutilations génitales féminines.
Des livres dans divers domaines et à des prix réduits. Un détour à la Maison du Peuple pour vous en procurer. Élèves, étudiants, amateurs de culture en général ont 3 jours pour prendre part à la foire du livre. La manifestation, qui est à sa 3e édition, est une initiative de l'association Le Français en Partage. Présentation des ouvrages Safiatou Tamboula. C'est pour répondre aux demandes de plus en plus insatisfaites de livres que des femmes et hommes de bonne volonté d'une vingtaine d'associations se sont unis dans une démarche humaniste, avec la ferme conviction qu'en faisant du français un facteur de développement et d'échange, l'association Le Français en Partage a pris l'initiative de la foire du livre. L'objectif, c'est de donner accès aux livres à tous. Et pour cela, nous récupérons un maximum de livres en France dans les bibliothèques, chez les éditeurs, chez les libraires. Et ensuite, une fois qu'ils ont été triés et puis empaquetés, nous les envoyons pour faire cette manifestation annuelle. Nous avons environ 15 000 livres. Ces livres se trouvent dans tous les domaines. Dès l'ouverture de l'exposition ce matin, les stands étaient pris d'assaut par un public très intéressé. C'est une bonne nouvelle et ce serait intéressant qu'on puisse encourager ce genre d'initiative-là et qu'ils puissent aussi, pas seulement se limiter à Ouaga, mais aussi se décentraliser un peu partout pour que tout le monde puisse avoir accès aux livres. Ce que je cherche cette année, c'est de la documentation sur les méthodes de recherche en sciences sociales, la documentation sur l'histoire de l'Afrique écrite par les Africains et aussi sur la culture et les valeurs africaines. Chaque année, j'achète mes livres ici. Voilà, ça aide beaucoup. Tant plus que être étudiant, c'est pas facile. Les livres sont moins chers ici. Le Français en Partage et ses partenaires sont actifs dans plus de 30 pays dans le monde entier. Chaque année, ce sont des milliers d'ouvrages qui sont expédiés vers ces pays afin de favoriser l'accès durable aux livres et à prix très réduit. Le FESPACO 2013 sera féminin avec une place de choix accordée à la femme dans la présidence du jury officiel, une première qui conforte les partenaires financiers dans leur soutien au festival. En promotion européenne à Bruxelles, les organisateurs ont dévoilé le programme et les innovations majeures de la 23e édition à un mois de la fête du cinéma africain. Arthur Vidraugo, Salinana. À 44 jours de l'édition 2013 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la délégation générale du FESPACO présente pour la 3e fois et de manière consécutive au Bruxellois les grandes lignes de la 23e Biennale du cinéma africain. Pour ses 44 années d'existence, le FESPACO accorde l'honneur aux femmes. Pour l'édition 2013, l'innovation viendra de la volonté du FESPACO d'accorder à la femme toute sa place dans le cinéma africain. Ainsi, toutes les personnalités appelées à assurer la présence des jurys seront des célébrités féminines. À la Maison des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ACP, la conférence de presse internationale du FESPACO était l'occasion pour les cinéphiles et les festivaliers belges de découvrir la sélection du 23e FESPACO. Le CRU 2013 comporte 101 films pour un total de 27 prix. Les films de la compétition officielle sont répartis dans les 7 sections suivantes. La compétition des films de fiction long métrage, 19 films. La compétition des films de fiction vidéo numérique, 18 films. La compétition des films de fiction court métrage, 20 films. La compétition des films documentaires, 17 films. La compétition des films de la diaspora, 6 films. La compétition des séries télévisuelles, 8 séries. La compétition des films des écoles africaines de cinéma, 13 films. Malgré la crise économique et financière qui fragilise tant en Europe que dans les pays ACP les industries culturelles, le secrétariat des ACP félicite le gouvernement burkinabé et les organisateurs du FESPACO qui réussissent tous les 2 ans le pari de faire de Ouagadougou le temps d'un festival, la capitale du cinéma africain. Nous proposons cette année d'offrir un prix ACP UE de montant de 2 500 €.
Donc un prix de 2500 €, ça sera un prix, s'ils veulent bien l'accepter, ACP-UE, qui sera lié au programme ACP Culture Plus. L'occasion était belle pour les partenaires financiers de réaffirmer leur volonté à toujours soutenir le cinéma africain. La Commission européenne apporte son concours financier au FESPACO, véritable vitrine de ce cinéma, avec un montant de 1 400 000 € pour l'organisation de l'édition 2013 et la prochaine édition. Elle exprime ainsi une fois de plus l'importance qu'elle accorde à ces manifestations et à ces échanges. Aujourd'hui, le cinéma africain est marqué par la quasi-inexistence ou la fermeture des salles de cinéma et la faible présence des productions cinématographiques sur les marchés. L'objectif du FESPACO est donc d'œuvrer à sortir le cinéma africain de cette situation. Une situation qui fera l'objet d'échanges entre les responsables et les partenaires du cinéma africain à Ouagadougou sous le thème « Cinéma africain et politique publique en Afrique ». On se prépare également à réussir la rentrée RTB et surtout le lancement de la nouvelle chaîne RTB2 Centre. Le ministre de la Communication est allé s'assurer du niveau d'exécution des travaux de cette chaîne dont le but est de promouvoir l'information de proximité à Ouagadougou et environnant. Daniel Kambou. C'est le remue-ménage dans ces anciens locaux de la Direction générale de la radio rurale devant abriter désormais la RTB2. En attendant le jour J, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands afin que ce rendez-vous soit respecté au grand bonheur des téléspectateurs de Ouagadougou et environnants. En attendant le 20 janvier prochain, pour le lancement effectif de cette chaîne, les premiers responsables du département de la communication veulent avoir le cœur net quant au respect des engagements. C'est ce qui explique leur présence sur le chantier. Ceux qui sont sur le chantier ont fait énormément de choses jusque-là et avaient besoin aussi qu'on vienne les voir et les encourager. Vous savez, nous avons beaucoup d'attentes et de cette nouvelle télé et les enjeux sont grands pour la région du centre et parce que nous allons pouvoir atteindre davantage de citoyens, intégrer davantage de citoyens à la réflexion autour de la gouvernance de la région, des communes de la région du centre. Et donc, il était important que ceux qui sont sur le chantier sachent aussi quels sont les enjeux de cette nouvelle chaîne. Le ministre a pu constater sur place les travaux qui, pour la plupart, sont au stade d'achèvement. Les régies presque achevées d'installation, les studios en montage et la trentaine d'agents affectés pour prêter main forte en formation. Les responsables rassurent, le 20 janvier à partir de 21 h, la RTB2 déroulera son tout nouveau premier programme. Tout se passe relativement bien. Il faut dire qu'en termes de démarrage de télévision, il y a de gros enjeux. Il y a la question des émetteurs à construire, il y a la question des antennes à monter du côté du centre de Cambouessin. Tout ce travail a été effectué et les tests au sol se sont révélés positifs. Donc nous pouvons affirmer déjà que nous avons le signal vidéo donc par rapport au démarrage de la RTB2 Centre et ça c'est une grosse satisfaction. Au niveau également des studios, le volet production, le volet post-production, l'installation de la chaîne des caméras est en cours et on peut dire à 80% que le travail a été effectué. Vous avez dû remarquer qu'à l'intérieur nous avons des caméras robotisées. C'est une avancée par rapport à la chaîne nationale qui n'est pas encore équipée de ce type d'outils. Et on peut dire l'un dans l'autre qu'on est pratiquement sûr d'être au rendez-vous du 20 janvier. La RTB2 émettra en UHF sur la fréquence 535.25 MHz avec un rayon d'émission de 80.